Je vais vous parler de l'imagerie des métastases et il y a beaucoup de façons d'aborder l'imagerie des métastases, notamment quel bilan préopératoire pour les métastases colorectales. Mais là, c'est un sujet pour moi un peu nouveau, qui est en fait d'essayer d'appréhender l'imagerie des métastases en fonction des primitifs. Vous savez que le cancer est la première cause de mortalité dans le monde, qui représente presque de 10 millions de décès, donc milliards de décès en 2018. Vous avez ici les principaux cancers primitifs: poumon, sein, cancer colorectal, cancer de la prostate, cancer cutané, non-mélanome et l'estomac. Et en violet, vous pouvez voir ici, ce sont en fait les cancers pour lesquels l'imagerie, pour lesquels on verra une grande prévalence des métastases hépatiques. Et ce sera donc tout notre problème, c'est-à-dire l'identification de lésions et comment on relie les métastases hépatiques au cancer primitif. Pourquoi est-ce important de les diagnostiquer? D'abord, les métastases peuvent être détectées avant la tumeur primitive, donc il faut connaître leur imagerie. Deuxièmement, elles peuvent mimer des tumeurs primitives. Enfin, la prise en charge des patients va varier en fonction de la tumeur primitive et il va donc être important de pouvoir en imagerie identifier et reconnaître ces différents points. Alors, voilà le plan que je compte aborder ce soir. Nous allons d'abord voir l'imagerie classique, qui bien sûr, de la métastase hépatique est fonction de la tumeur primitive. Nous allons donc voir en fonction des différentes sémiologies les diagnostics différentiels. Dans un deuxième temps, j'aborderai les présentations atypiques et puis quelques situations particulières lorsque le foie est le siège d'une hépatopathie, comment faire avec plusieurs tumeurs primitives. Voici les 4 présentations habituelles, ou tout du moins les plus fréquentes. Vous avez donc en haut, pardon, je reviens. Ah oui, je n'ai pas le... Alors attendez, je vais regarder. Je n'ai pas l'animation qui se fait. Ah non, les voilà, c'est parfait. Donc nous avons les métastases fibreuses, nous allons voir les aspects en imagerie, en haut à gauche, les métastases hypervasculaires, les métastases kystiques et enfin les métastases mucineuses. Commençons par les métastases fibreuses. Comment définit-on le caractère fibreux d'une métastase? Il repose essentiellement sur la cinétique de rehaussement, qui va être celle d'un rehaussement tout d'abord périphérique, autant artériel et portal, et qui va se compléter au cours du temps et notamment au temps tardif. Voilà la pièce de résection d'une métastase fibreuse. Et vous voyez ici la couleur très blanchâtre qui effectivement correspond à l'abondance du stroma fibreux. Voilà un deuxième exemple plus bas qui est aussi une métastase fibreuse. Il est situé là au niveau du lobe gauche, hypointense en IRM avant injection, entouré d'une collerette au temps artériel et se remplissant au cours du temps, lié donc à la concentration du produit de l'agent de contraste dans le tissu extracellulaire. Et pour autant, nous avons 2 primitifs différents, puisqu'il va s'agir d'un cancer du côlon en haut et d'un cancer du sein, et bien sûr la partie la plus inférieure. Voilà. Donc, lorsqu'on met en évidence un stroma fibreux important, le premier réflexe auquel il faut penser, c'est chercher un cancer digestif, notamment colorectal, mais également de l'estomac, du pancréas. D'autres cancers, comme le cancer du sein, pourront être également de type fibreux. La chimiothérapie aussi entraîne une réaction fibreuse qui est différente du stroma fibreux cancéreux. Malheureusement, en imagerie, on ne va pas pouvoir identifier les 2 tissus fibreux différents. Dans les 2 cas, on verra toujours une prise de contraste au temps tardif, tel qu'on le voit là. Et un autre signe très intéressant que vous pouvez voir ici, il s'agit de la rétraction capsulaire qui accompagne très fréquemment le caractère fibreux d'une tumeur. Donc une métastase peu fibreuse peut augmenter son contingent fibreux au cours de la chimiothérapie, ou bien garder le même contingent fibreux, et malheureusement on n'est pas capable en imagerie de différencier, ce qui permettrait d'avoir une idée beaucoup plus fine de la réponse tumorale.
On sait en effet que plus la réaction fibreuse après la chimiothérapie est importante, plus la réponse tumorale est élevée. Ça, c'est la fameuse classification anatomopathologique du professeur Rubia-Brandt, où vous voyez un petit schéma en bas à gauche qui montre qu'on peut donc classer la réponse tumorale en fonction du reliquat tumoral, mais aussi en fonction du contingent fibreux. Alors, quel est le grand diagnostic différentiel des métastases fibreuses? Eh bien, les tumeurs fibreuses, et en particulier celle-ci. C'est une tumeur qui est solitaire, qui a les mêmes caractéristiques. On voit qu'elle est entourée d'un liseré qui se rehausse au temps artériel, dont le rehaussement augmente au cours du temps et va gagner le centre de la lésion. Plus les lésions sont volumineuses, plus le rehaussement central sera hétérogène. Néanmoins, si vous comparez le temps artériel du temps tardif, il existe de façon absolument indiscutable un rehaussement tardif. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du grand diagnostic différentiel qui est le cholangiocarcinome, donc le cancer primitif des voies biliaires. Il y a d'autres tumeurs fibreuses en dehors des métastases et du cholangiocarcinome, plus rares, l'hémangiomothéliome épithélioïde, la pseudotumeur inflammatoire, voire la tumeur fibreuse et solitaire. Comment fait-on pour s'en sortir? Alors, on va chercher des signes distinctifs du cholangiocarcinome, notamment par rapport aux métastases. En effet, le cholangiocarcinome en général, c'est une tumeur principale, volumineuse, mais qui va s'accompagner de nodules satellites, qui s'accompagne fréquemment d'une dilatation des voies biliaires d'amont, qui engaine fréquemment les vaisseaux, notamment les branches portes et les veines hépatiques, et enfin, qui va entraîner plus souvent des adénopathies. Ces signes associés sont très importants pour le diagnostic différentiel entre métastases fibreuses et cholangiocarcinome. Et voilà deux patients différents en haut et en bas. S'agit-il de métastases hépatiques? S'agit-il de cholangiocarcinome? La situation est parfois compliquée. Sur les diapositives du haut, vous voyez qu'il existe de multiples tumeurs, qu'il existe néanmoins une tumeur plus volumineuse qui entraîne une rétraction capsulaire qui permet de bien mettre en évidence le stroma fibreux. À l'inverse, en bas, on a une tumeur unique. Mais l'histoire du patient est assez incroyable. Le patient a eu un cancer du côlon, a eu une métastase hépatique secondaire du cancer du côlon en 2011 et présente maintenant une tumeur, deuxième tumeur, 4 années plus tard, isolée dans le segment 2. S'agit-il d'une métastase? S'agit-il d'autre chose? Eh bien, dans les deux cas, chez ces deux patients, le diagnostic a été celui de cholangiocarcinome. Ici, en haut, on pouvait un petit peu s'en douter car on avait une tumeur très volumineuse, dite tumeur principale. En bas, beaucoup plus compliqué puisque le patient avait déjà eu des métastases hépatiques, mais nous étions frappés par l'intervalle libre de 4 ans et surtout par l'importance de la rétraction capsulaire qui peut s'observer bien sûr au cours des métastases, mais qui est particulièrement plus fréquente au cours du cholangiocarcinome. Basé sur ce signe, nous avions réalisé une ponction de biopsie et donc le traitement du patient a été complètement différent. Dans un cas, il y aurait eu très probablement une chimiothérapie préopératoire. Alors pour aller plus loin et pour améliorer le diagnostic différentiel, c'est justement clairement cette biopsie avec immunohistochimie. C'est fondamental, ça permet de dire tel adénocarcinome provient des voies biliaires, tel adénocarcinome est métastatique. Et vous avez ici les principaux immunomarquages qui sont utilisés, CK7, CK20, que vous pouvez voir là. Dans une tumeur biliaire, en général, le CK7 est élevé et le CK20 est bas, et c'est l'inverse dans les métastases hépatiques, notamment du cancer colique. Donc c'est d'un atout diagnostique tout à fait fondamental. Deuxième grande entité classique, les métastases hypervasculaires. Deux exemples différents en haut sur la partie droite et la partie gauche. Vous avez ici deux multiples tumeurs, tout d'abord hypervasculaires, bien sûr, un petit peu hétérogènes, autant artérielles et autant portes, et chez un autre patient ici, de multiples tumeurs, de plus petite taille, présentant d'ailleurs un centre un petit peu hypovasculaire. Elles correspondent toutes donc à la définition des métastases hypervasculaires, c'est-à-dire présentant un hyperrehaussement au temps artériel. Elles sont assez particulières, ces métastases hypervasculaires. Elles sont assez particulières parce que
elles font évoquer en tout premier lieu une origine neuroendocrine. Toutefois, d'autres cancers primitifs provenant du rein, de la thyroïde ou du sein peuvent entraîner aussi des métastases hypervasculaires. Elles sont particulières parce qu'elles sont très fréquemment très hyperintenses en T2, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et entraînent une restriction de diffusion très marquée. Ici, c'est le patient en bas. Vous voyez 3 lésions hyperintenses, fortement hyperintenses sur l'imagerie de diffusion AB élevé. Il s'agit de 3 métastases. Si vous projetez maintenant la troisième image, la troisième lésion qui est un petit peu plus centrale, eh bien, elle était à peine visible en pondération T2, car masquée par les vaisseaux, et ça a un grand intérêt dans la caractéristique et dans la détection des métastases d'utiliser bien sûr des séquences de diffusion pour la propriété de la diffusion, mais également parce que sur les séquences de diffusion, on voit les vaisseaux en sang noir et on ne peut pas les confondre avec des tumeurs hépatiques. À l'intérieur des tumeurs neuroendocrines, peut-on distinguer les primitifs? Nous pensions que non, et puis il y a quelques années, nous avons repris notre expérience en différenciant les métastases de tumeurs neuroendocrines du pancréas par rapport à celles de l'iléon. Vous voyez dans les deux cas sur les graphiques en haut que bien sûr ces lésions sont majoritairement hyper rehaussées au temps artériel, elles sont hypervascularisées. Toutefois, c'était un petit peu plus fréquent encore pour le pancréas par rapport aux métastases iléales. Mais la différence vient surtout du temps porte, où les métastases hépatiques de tumeurs neuroendocrines du pancréas sont volontiers iso-intenses, voire hypo-intenses, alors que majoritairement, les métastases de tumeurs iléales sont très fortement hypodenses ou hypo-intenses au temps porte dans la majorité des cas. Et vous avez une illustration en bas, à gauche, au temps artériel et au temps porte, métastases de tumeurs endocrines du pancréas, à droite, de l'iléon. Donc une petite clé diagnostique. Alors quel est le grand diagnostic différentiel des métastases hypervasculaires? Eh bien, ce sont des tumeurs primitives et ce sont notamment les tumeurs hépatocytaires, car elles se rehaussent au temps artériel. Voici ici un exemple chez une femme de multiples lésions intrahépatiques, dont une particulièrement volumineuse ici dans le foie droit, mais il y en avait d'autres, voilà, hyper rehaussée au temps artériel, hyper intense en pondération T2, entraînant peut-être moins une restriction de la diffusion. Et vous avez en bas à gauche ici les séquences en phase hépatobiliaire lorsqu'on utilise des agents de contraste hépatobiliaire. Alors comment différencier des tumeurs hépatocellulaires, et notamment des tumeurs hépatocellulaires bénignes, des adénomes, de métastases hépatiques? Bien sûr, ici, la phase hépatobiliaire ne va pas vous aider, car les adénomes contiennent des hépatocytes, mais non ou peu fonctionnels. Par contre, une des clés diagnostiques sera l'imagerie de diffusion, car ces tumeurs entraînent une restriction de diffusion très faible par rapport aux métastases. Donc ça va être l'ensemble des caractéristiques, en particulier la séquence de diffusion qui va vous aider. Et encore une fois, si le primitif n'est pas connu, s'il existe un doute diagnostique, on le résoudra en effectuant une ponction biopsie hépatique. Les métastases hypervasculaires de tumeurs endocrines donnent parfois des signes très particuliers, je dirais des signes qui vont permettre de les diagnostiquer rapidement. Voici ici un exemple chez le même patient. Ces métastases, comme vous pouvez le voir, sont hyper rehaussées. On en voit 1, 2, 3 au scanner et à l'IRM au temps artériel. Vous voyez d'ailleurs en haut à droite qu'il existe un petit liseré autour d'une des lésions, notamment bien visible en IRM. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont les séquences en bas en phase et surtout en opposition de phase qui vont nous dévoiler que autour de la lésion et non pas dans la métastase, il existe de la graisse, car il existe une chute de signal. Comment explique-t-on cette chute de signal? Eh bien, qui dit tumeur neuroendocrine dit qu'un certain nombre d'entre elles vont être fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter localement des hormones qui passeront ensuite dans la circulation systémique. Il y a quelques années, nous avions eu à
à quelques mois de différence, deux cas très intéressants et je dirais l'un miroir de l'autre. Ici, il s'agissait d'une métastase qui avait entraîné la production de graisse tout autour de la lésion, bien visible sur l'imagerie et très bien visible en macroscopie et en microscopie, alors que, à droite, il s'agissait au contraire, dans un foie stéatosique, d'une métastase qui avait entraîné une épargne stéatosique. Bien entendu, les hormones sont en cause et il s'agissait à gauche d'une métastase d'insulinome, donc classique, entraînant de la graisse autour de la tumeur par libération d'insuline, et à l'inverse, eh bien, une métastase de glucagonome, c'est un signe intéressant qui peut permettre vraiment le diagnostic. Troisième grande entité des métastases, les métastases mucineuses qu'on appelait autrefois colloïdes. On préfère aujourd'hui l'appellation mucineuse. Alors là, elles sont piégeantes parce que, en imagerie, de prime abord, elles n'évoquent pas des métastases, elles évoquent plutôt des lésions bénignes et en particulier des angiomes. En effet, ces lésions sont très fortement hyperintenses en T2, comme vous pouvez le voir. En séquence de diffusion, ici, eh bien, le signal va diminuer à B élevé. Et lorsqu'on regardera la cartographie en haut à droite, on s'apercevra que le coefficient apparent de diffusion n'est au contraire pas diminué, il est augmenté, ce qui est a priori un signe de bénignité. Mais comme toujours, il y a des pièges en imagerie de diffusion, et si le contenu là n'est pas tumoral, mais liquidien ou mucineux, eh bien cette lésion pourra passer pour une lésion bénigne. Elle est même très piégeante si on regarde l'injection après le comportement de la lésion après injection. Vous voyez ici une prise de contraste périphérique, certes qui peut faire penser à une métastase, mais si on regarde bien, eh bien il y a une ébauche de petites prises de contraste au temps central. Et donc ces métastases sont très piégeantes et s'expliquent en effet par le contingent complètement mucineux de la lésion, qui explique que le rehaussement est faible. Toutefois, on peut observer un rehaussement à l'intérieur de ce contingent mucineux. Donc un piège diagnostique, et il faut penser, lorsqu'on met en évidence des métastases mucineuses, principalement à une origine digestive, colorectale, mais aussi cancer du pancréas ou le cancer de l'ovaire. Quatrième grand volet, assez typique, les métastases kystiques, beaucoup plus rares que les métastases fibreuses, qui font évoquer, encore une fois, des origines différentes et en particulier le cancer épidermoïde. Dans la colonne complètement à gauche ou dans la colonne complètement à droite, il s'agit de métastases de cancer épidermoïde, l'un secondaire à un cancer du canal anal, l'autre à un cancer de la sphère ORL. Il peut aussi s'agir de métastases de cancer kystique, un peu comme les gistes au milieu. Est-ce que le diagnostic de métastase kystique est difficile? En général, non. Car si certaines lésions paraissent purement kystiques, elles sont en général multiples et d'autres vont avoir un contingent beaucoup plus tumoral, une paroi épaisse qui va se rehausser et qu'on voit très bien dans la colonne du milieu et que l'on voit aussi à droite, car lorsqu'on combine le scanner et l'IRM, il ne peut s'agir en aucun cas d'une lésion kystique banale. Donc, encore une fois, les origines, cancer épidermoïde, nous l'avons montré, cystadénocarcinome, tumeurs neuroendocrines qui peuvent être kystiques, certains sarcomes, et enfin, bien sûr, les mélanomes qui peuvent présenter de nombreux aspects en imagerie très piégeants. Maintenant, voyons quelques présentations inhabituelles, donc évidemment beaucoup plus rares. En haut à gauche, avec des calcifications. En haut à droite, endobiliaire. Les pseudocirrhoses qu'on appelle éparlobatome. Et enfin, les métastases à dissémination lymphatique. Les métastases avec calcification sont le plus souvent secondaires aux tumeurs mucineuses. La mucine a une tendance spontanément à se calcifier et c'est ce qu'on voit ici chez les images qui sont dans la colonne de gauche. Lorsque les calcifications sont extrêmement denses, multiples, il faut penser à véritablement même de la fabrication d'os, d'ossification, notamment comme c'est le cas ici dans ces métastases d'ostéosarcome. Et puis, on sait aussi que les calcifications peuvent se majorer sous traitement et sous chimiothérapie
Voilà, ici, métastase avant traitement où on voyait quelques petites calcifications, alors que en bas, après traitement, les calcifications vont se majorer. Donc, le plus fréquemment, les métastases calcifiées sont des métastases mucineuses. Et enfin, souvenons-nous que les calcifications peuvent s'accroître avec la chimiothérapie. Les métastases endobiliaires sont piégeantes, car elles vont simuler en tout point des tumeurs biliaires, des tumeurs endobiliaires, des petits cholangiocarcinomes. Voici ici deux exemples différents en haut et en bas. Si on prend l'exemple du haut, vous voyez une dilatation des voies biliaires au niveau du huile qui va se poursuivre un tout petit peu plus bas et on va voir à l'intérieur de la voie biliaire principale, donc juste à droite de la veine porte, eh bien, une prise de contraste, un rehaussement endobiliaire qui peut simuler en tout point un cholangiocarcinome de la voie biliaire principale. Voilà un autre exemple chez un autre patient où on voit bien à l'échographie le syndrome tumoral qui est au niveau du huile, qui sépare le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche, la tumeur qui est bien dans la voie biliaire principale au scanner et qu'on voit très très bien ici lors de cette cholangiographie. Il s'agissait aussi de deux origines différentes. Le cancer du sein, classiquement, toutefois, les métastases endobiliaires sont plus fréquemment colorectales. De façon intéressante, les métastases endobiliaires colorectales ont toujours été décrites comme métachrones, ce qui va faciliter le diagnostic, car on a toujours à ce moment-là fait le diagnostic précédemment du cancer colorectal. Les métastases lymphatiques sont très particulières et beaucoup plus rares. Voilà en haut un exemple de carcinome ovarien. Vous voyez ces calcifications à l'intérieur des lymphatiques qui sont bien périportales, mais on n'est pas au niveau des voies biliaires et on n'est pas au niveau du système porte. De la même manière ici, chez le patient qui avait un cancer colique mucineux, on voyait quelques calcifications avec une énorme masse centrée autour du tronc cœliaque. Mais regardez ce patient maintenant après la chimiothérapie, où véritablement toutes les calcifications, enfin où véritablement les métastases lymphatiques se calcifient, je dirais, en masse, notamment à l'intérieur du foie et dans la masse extra-hépatique. Et par lobatome, encore appelé pseudocirrhose. Ce sont des patients qui d'abord étaient tout décrits secondaires à un cancer du sein, chez qui les métastases par elles-mêmes et avant tout traitement, c'est vraiment la définition de héparlobatome, entraînent des modifications morphologiques du foie évoquant une cirrhose, avec des déformations, avec des atrophies, hypertrophies telles qu'on le voit là. On sait aujourd'hui que l'héparlobatome peut se voir dans d'autres cancers que le sein et qu'il peut également se majorer après la chimiothérapie. C'est lié au caractère infiltrant des métastases hépatiques et aussi à leur situation périportale. Un autre exemple en bas où vous voyez un cancer, des métastases hépatiques, également de cancer du sein, mais à baseline avant tout traitement, et on a deux lésions qui ne présentent rien de particulier sur un foie qui est morphologiquement normal. Regardez bien cette image, car 9 mois plus tard, après la chimiothérapie, on voit le foie qui change, des atrophies, hypertrophies, des rétractions capsulaires qui correspondent à cette pseudocirrhose. Donc, décrite initialement systématiquement secondaire au cancer du sein, en fait, on peut tout à fait les voir dans d'autres cancers et ces anomalies sont favorisées aussi par la chimiothérapie. Une autre forme très particulière qui est une infiltration tumorale diffuse. Le foie est totalement envahi par les métastases. C'est d'ailleurs difficile de dire que le foie est tumoral, car ici c'est chez le même patient, on voit des vaisseaux, certes il y a une hépatomégalie, mais on voit des vaisseaux qui sont en place. Regardez bien l'IRM où les anomalies de signal vont être très importantes. En T1, en T2 et notamment en imagerie de diffusion, on met en évidence cette restriction majeure de tout le foie. Il faut penser en premier aux métastases de mélanome et en particulier aux métastases de mélanome choroïdien, uvéal, car elles sont particulièrement infiltrantes.
Parfois, le diagnostic est difficile, non pas parce que les métastases sont atypiques, mais parce qu'elles sont développées sur un foie pathologique. Je voudrais prendre deux exemples ici. Le premier, c'est un foie de stéatose qui va masquer au scanner les lésions. Il s'agit du même patient pour lequel il existe en fait une toute petite lésion à la face postérieure du segment 4 au scanner, beaucoup mieux visible bien sûr en IRM, en jouant avec les séquences, en phase, en opposition de phase, en saturation de graisse et après injection bien sûr en gardant la saturation de graisse. Donc là, le message est simple, l'IRM est absolument fondamental, bien sûr, pour le bilan préopératoire des métastases hépatiques, mais aussi dès lors qu'il existe un foie stéatosique. Métastases sur foie cirrhotique, elles sont classiquement rares, et c'est la réalité, probablement parce que le flux portal est altéré. Néanmoins, elles peuvent s'observer. Voici un patient qui avait des métastases de cancer colorectal sur un foie manifestement cirrhotique. Donc il faut se souvenir que c'est rare, mais que c'est possible. On fait ici le bilan d'un patient ayant un cancer du côlon et on découvre deux lésions. Une première lésion qui est située dans le lobe gauche, que vous voyez ici, qui se rehausse pas ou peu, un tout petit peu en périphérie. Et puis une deuxième lésion dont la cinétique de rehaussement est complètement différente. En scanner ou en IRM, elle est hyper rehaussée au temps artériel, elle présente un lavage. Bien sûr, on pense tout de suite que ces lésions ne sont pas de même nature. Et là, je voudrais insister sur le fait de lire toujours en IRM du foie, lésion par lésion. Les lésions peuvent s'associer. On peut avoir des métastases et des lésions bénignes. On peut avoir des métastases et autre chose. Il s'agissait ici d'une métastase et d'un carcinome hépatocellulaire qui a été diagnostic fortuitement. Grâce au progrès de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la meilleure prise en charge des patients, il n'est pas rare maintenant que des patients aient eu 1, 2, 3 cancers. Voilà une patiente que nous avons vue il y a quelques années, qui avait un cancer bronchique traité par chimio et chirurgie, qui avait ensuite un cancer du sein traité par chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, et on met en évidence maintenant deux lésions hépatiques. Quel est le primitif? Basé sur le rehaussement, c'est extrêmement difficile, donc bien sûr, il faut impérativement faire une ponction de biopsie hépatique, facile d'ailleurs car on voit très bien ces lésions en échographie, avec l'immunohistochimie, comme j'ai insisté tout à l'heure, qui permet vraiment de déterminer la nature primitive. Enfin, je voudrais terminer sur un piège. Voilà une observation d'un patient qui a eu une colectomie gauche en 2011 pour un cancer du côlon. Ce patient n'avait pas de métastase hépatique au moment du diagnostic. Il a reçu une chimiothérapie adjuvante classique, Folfox, 6 séances. 2 ans plus tard, on met en évidence 3 lésions hépatiques. Vous pouvez voir ici, principalement d'ailleurs une qui est là et puis une deuxième. Des lésions particulières car hyper rehaussées au temps artériel. Puis, le patient est suivi. Et en 2015, et voilà ici le scanner puis l'IRM, on met en évidence une augmentation maintenant en taille et en nombre de ces lésions. De quoi s'agit-il? S'agit-il de métastases atypiques? S'agit-il d'un effet, d'une complication de la chimiothérapie? À l'époque, nous ne savions pas très bien, donc le patient a été biopsié et vous voyez là l'immunohistochimie avec la glutamine synthétase montrant qu'il s'agit d'une tumeur hépatocellulaire bénigne d'hyperplasie nodulaire focale. Et ces hyperplasies nodulaires focales ne surviennent absolument pas par hasard. Nous les avons maintenant décrites. Elles sont assez fréquentes après chimiothérapie, après oxaliplatine. Et voilà cette série qui provient de multiples institutions qui montre de façon pour moi très intéressante qu'il n'est pas besoin d'avoir des lésions hépatiques, des métastases préexistantes. Vous voyez ici que la plupart des patients avaient des cancers colorectaux, mais pas tous, que les patients pouvaient recevoir une chimiothérapie adjuvante ou néo